C'est un peu un moment unique que vous allez vivre parce que c'est notre premier tremplin. Donc merci d'être là et de soutenir du coup nos candidates. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Donc il y a l'été dernier, on était un petit groupe de femmes. Vous en voyez quelques-unes là parmi le jury autour de la table. Et on était un peu fatigués de voir une sous-représentation de nos collègues féminines en conférence tech. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne se créerait pas, nous, notre propre scène, tout simplement. C'est comme ça que TechSpeaker a été créé, avec un premier meet-up que Montaigne a gentiment inauguré. Ensuite, Kathleen a pris place sur notre créneau au DevFest. On a réussi à travailler conjointement avec le GDG Toulouse, à s'intégrer dans Toulouse Tech Hub et à avoir maintenant notre petit créneau dans cette grande communauté. Et aujourd'hui, la finale du tremplin. Et donc ce tremplin, on l'a lancé en mars, à l'ouverture du CFP du DevFest Toulouse. Et avec Montaigne et Kathleen, on se disait, on va lancer un tremplin, mais est-ce qu'on va avoir des candidates ? Et là, on regarde notre petit Google Form, et là, on voit une candidate. Waouh, trop bien. Il y a une personne qui est intéressée par notre tremplin. Puis là, on en voit 2, 3. Bon, on ne regarde plus le Google Form pendant 2-3 semaines. Et là, un soir, je renvoie un message. Eh les filles, il y en a 12. Quoi, 12 ? Ouais, il y a 12 candidates. Comment on va faire ? On va pas les rejeter. Puis là, 13. On fait 13. Bon, on les prend toutes. Ok, on les prend toutes. Bon, ce soir, il y en a 8 qui sont parmi nous. On a eu des personnes qui ne se sont pas présentées au tremplin. Bon, c'est comme ça. D'autres qui ont eu des empêchements ou qui se sont désistés. Mais voilà, ce soir, vous avez 8 candidates qui vont concourir pour une scène au DevFest. Donc, TechSpeaker, une communauté de femmes de la tech pour oser passer de la salle à la scène, tout simplement. Ce soir, au programme, je vais encore vous parler un petit peu de notre groupe, notre charte pour nos meet-up, nos événements, du tremplin. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? On va vous présenter le jury qui est autour de cette belle table ce soir. Nos soutiens, les personnes qui nous ont aidés, sponsorisés pour cet événement. Et enfin, le tremplin, donc nos 8 candidates qui vont vous présenter leur sujet. Et puis après ça, on vous donnera les résultats, évidemment. Et puis, petite festivité derrière pour vous rafraîchir et partager la victoire avec la gagnante. Alors, notre code de conduite. Donc pour nous, c'est important. On a remarqué que dans de nombreux événements, il n'y avait pas forcément de code de conduite. Mais en tant que fan dans la tech, on aime bien être rassuré. Et nous, on trouve que c'est plutôt bienveillant. Donc les règles sont là, elles sont claires. On respecte les personnes présentes. Pas de comportement discriminatoire, sexiste ou humiliant. On ne va pas tolérer ça. On laisse la parole à toutes les voix. On écoute les speakers et on écoute aussi les participants et participantes. Les débats sont bienvenus, les désaccords sont possibles, évidemment, tant que tout reste respectueux. Les photos, les vidéos, donc vous avez vu, on a une photographe avec nous ce soir. Vous pouvez aussi prendre des photos si vous le souhaitez. Par contre, si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos, signalez-le nous. Donc Kathleen, Montaigne ou moi-même, vous nous dites effacez-moi de la photo. On verra comment on peut s'organiser après. Voilà. Et s'il y a un problème, bien sûr, vous en parlez à l'équipe de TechSpeaker. Voilà. Un peu plus sur TechSpeaker, donc de la salle à la scène. Notre mission, plus de femmes sur la scène. Donc on espère qu'au DevFest Toulouse, on aura une plus haute représentativité cette année, grâce à ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau. C'est une communauté de femmes qui s'entraident, vraiment en bienveillance. On est là pour se faire briller les unes les autres. C'est important parce qu'on est trop peu nombreuses et on a besoin de garder cette place précieuse et de faire venir plus de femmes parmi nous, de montrer qu'on est là pour inspirer peut-être des plus jeunes
ou des personnes qui sont en reconversion et qui cherchent aussi leur place. Le tremplin 2026. Donc, on s'est dit, on va accompagner des primo-speakers. Alors, primo-speakers, c'est un gros mot. C'est des femmes qui souhaitent parler sur scène pour la première fois. Voilà, c'est plus rapide en disant primo-speakers qu'en disant tout ça. Donc, place au tremplin. Que s'est-il passé ces dernières semaines? Alors déjà, le premier prix, ça va être une scène au DevFest. C'est un créneau de 30 minutes dans la salle des communautés, avec Tech Speaker, bien sûr, et on va accompagner la gagnante pour la préparation de son sujet jusqu'en novembre. Le deuxième prix, ça va être participer à un No Meetup. On essaye d'organiser régulièrement des meet-up. Donc ça va être ce lot-là pour le deuxième et troisième prix. Et bien sûr, on sera présente pour épauler nos candidates du mieux qu'on peut. Donc, je ne suis pas allée dans le bon sens. Désolée. On rembobine. Que s'est-il passé ces dernières semaines? On a commencé les ateliers fin avril. Premier atelier, c'était trouver son sujet. C'est pas mal quand même, hein, parce que quand on veut parler de quelque chose, il faut bien trouver le sujet. Au total, on a fait 5 ateliers entre midi et 2 jusqu'à fin mai. On a travaillé donc les sujets, le plan, le CFP, un petit peu l'oral aussi, comment on pitch son sujet. Ce soir, la soirée du tremplin. Cet été, le coaching pour la gagnante. Et le 19 novembre, on sera à Diagora, la Beige. Et petit teasing, hein, il y a les Early Birds qui sont déjà ouverts pour le DevFest Toulouse. Si vous souhaitez prendre votre place à prix réduit, profitez-en, il n'y a pas beaucoup de place. Je crois qu'il en restait 17 hier soir, c'est ça? Allez, hop, hop, hop. Notre équipe, Kathleen. Alors Kathleen, là aussi, elle a super bien préparé tous les petits fascicules, les petits documents que vous avez sur vos chaises, tout ce que vous avez pu voir. Et également sur LinkedIn, je pense que c'est la reine de la publication. Voilà. Donc, merci Kathleen. Montaigne. Alors, notre premier Meetup Tech Speaker, mais aussi cette salle. C'est grâce à elle que BP CE nous accueille ce soir. Toute cette organisation, la mise en place des ateliers. Donc, voilà, bravo, Montaigne. Et voilà, et puis moi-même. Voilà. Et pendant ces ateliers, on a eu des guest stars. Rachel. Qui ne connaît pas Rachel? Tout le monde la connaît? Parfait. Donc je n'ai plus besoin de te présenter. Et Lucille Brioté. Alors, elle n'a pas pu être là ce soir. Elle était vraiment déçue de ne pas venir. Elle est rédactrice conceptrice et c'est elle qui nous a aidés pour le travail du CFP, donc le Call for Proposal. Donc, elle a été d'une grande aide pour nous. Et elle a pris beaucoup de plaisir à travailler sur ces sujets. Elle est aussi dans Toulouse Game Dev. Donc, elle fait aussi partie des communautés Toulouse. Place au jury. Je vais laisser Montaigne. J'ai de la chance parce que ça va être super facile. En fait, je vais vous passer le micro pour que vous puissiez vous présenter. Alors, donc, on a Aline qui n'a pas pu venir ce soir. Je suis décalée. Et donc, voilà, elle s'excuse et elle viendra sûrement en fin de soirée, plutôt pour profiter de l'apéro parce qu'elle veut quand même venir nous voir, même si là, c'est pas possible. Ah, je commence en plus. Donc, je m'appelle Aurélie. Je suis développeur advocate chez OVH. Je suis dans la tech depuis 20 ans. J'ai commencé en étant développeuse et puis j'ai fait de l'ops. Donc, on va dire, je suis multicasquette dans la tech depuis 20 ans. Je suis investie dans les communautés depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, je fais des présentations à l'international depuis 10 ans. Et moi, en fait, ce que j'aime, c'est de essayer d'expliquer les choses techniques compliquées avec des mots simples et des illustrations. Donc en fait, c'est rendre accessible ce qui n'est pas à toutes et à tous. Et voilà, voilà.
Donc moi, je m'appelle Céline et je viens de la recherche, et en particulier de la recherche en génétique. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la cybersécurité, et puis la tech et l'IA en particulier, parce que l'IA, c'est ma nouvelle passion. Et donc maintenant, je travaille dans l'IA, dans une medtech, donc sur les données de santé, et voilà, à Paris. Et je suis très impliquée, oui, ça c'est important, je suis très impliquée dans tout ce qui est femmes dans les sciences et dans la tech, parce que si on n'aide pas les petites filles à aller vers les mathématiques et l'informatique, hein, et qu'on ne leur donne pas confiance en elles dès très 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 tôt, eh ben, on n'aura pas de femmes dans la tech et on aura une IA qui sera gouvernée, décidée, codée, traînée par les hommes. Et moi, ce n'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre et de faire vivre mes filles. Voilà. Après, c'est peut-être pas moi, après. Ah oui, c'est peut-être pas Si. Ah si, c'est moi. Bonjour, moi c'est Magali. Donc moi je suis mathématicienne statisticienne, je suis devenue data scientist, j'ai dirigé pendant 15 ans des projets d'IA jusqu'à m'interroger et à me dire est-ce qu'on développe des algorithmes discriminants? Oui. Est-ce qu'on développe des algorithmes non robustes? Oui. Est-ce qu'on développe et qu'on livre des algorithmes et des modèles algorithmiques dans des jolies boîtes noires sans dire à nos clients comment ils allaient évoluer dans le temps? Oui. Du coup, j'ai pris beaucoup de recul et j'ai fondé Lumière Conseil en espérant justement donner un peu plus de clés, de transparence et de confiance autour de l'intelligence artificielle avec un axe réglementaire, éthique et un peu plus responsable. Alors, je suis très investie depuis presque 10 ans maintenant pour l'engagement de la mixité des femmes et de la diversité dans le monde du numérique. J'ai été ambassadrice pendant 6 ans pour Numéum, qui est le syndicat patronal des entreprises du numérique. Et aujourd'hui, je suis la déléguée de Numéum. Et à côté de ça, donc je suis toujours investie, mais c'est un peu moins ma mission. Par contre, j'anime un podcast qui s'appelle Femmes Digitales. Céline a été l'une de mes invitées d'ailleurs. Et j'interviewe des femmes d'Occitanie et des hommes aussi, justement, sur leur parcours, leur histoire, pour être inspirant autour de comment on rentre dans les métiers du numérique. Et c'est pas forcément en ayant fait de la tech, de l'informatique, etc., etc. Voilà, je vous invite évidemment à vite vous mettre sur toutes les plateformes et puis à liker le podcast. Donc moi je vais faire vite comme tout le monde me connaît. Ça je rigole. Donc moi je travaille dans la tech depuis 27 ans techniquement. Je travaille avec cette dame-là depuis qu'elle a commencé. Et il se trouve que côté produit et tout ça, je suis plutôt côté produit, organisation et leadership. Et il se trouve que j'ai fait ma toute première conférence en 2008. Et j'étais un peu stressée. Et on m'a dit « Ah, c'est génial ton truc, ce que tu as fait, c'est chouette. Parce qu'on t'a choisi parce que tu étais la seule fille. » Et je suis « Ah mince !» Et du coup, ça a déclenché chez moi un cheval de bataille. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que la scène tech française, elle soit un peu plus féminine. Moi, j'aimerais bien qu'elle aille au-delà, d'ailleurs, qu'elle soit un peu moins blanche, un peu moins valide. Voilà, qu'on ait un peu plus de diversité, ça ferait du bien à tout le monde. Voilà, et depuis 2008, je fais des confs tous les mois en France, à l'international, et je continue à me battre pour ça. Donc, avec cette association-là, et avec aussi une autre association qui est cool, qui s'appelle LSTEAM et qui promeut la science, que tu connais aussi très bien. La science dans les collèges, c'est pour faire en sorte que les petites filles, elles ne soient pas écartées des maths, de la physique, de la chimie, etc. Trop tôt, parce qu'on a besoin d'avoir aussi des cerveaux bien divers aussi. Je suis très contente d'être là. Voilà. Merci Rachel. Et je vous invite à aller lire, on a fait une interview de Rachel, donc elle est publiée sur le LinkedIn de Tech Speaker, qui raconte tout son parcours et sa relation justement à la tech et au parcours de speakeuse. Très sympa l'interview. Alors bonsoir, moi je suis Sandrine David, je suis la DSI du groupe Berger-Levrault et j'ai
un peu plus de 20 ans d'expérience effectivement en monde industriel, donc des grands groupes, et dans toute la partie système d'information. Et c'est vrai que quand même globalement c'est quand même très masculin, ça c'est beaucoup quand même, diversifié, mais il y a quand même maintenant quand j'ai démarré, dès qu'on commençait à parler de ces sujets-là, on sentait qu'il y avait un peu de défiance, un peu de crispation. Ça a progressé quand même parce que voilà, on peut dire qu'on fait partie d'un club, d'un groupe, etc., sans que on agresse certaines personnes qui se disent mais qu'est-ce qui va se passer si elles commencent effectivement à prendre la parole, si elles sont de plus en plus présentes. Bon, ça évolue, mais si on est là, c'est que ça évolue pas assez vite, pas suffisamment. Donc moi, je suis engagée, mais très personnellement, parce que notamment j'ai 2 filles et que je les ai poussées dans des métiers, dont une qui est dans le BTP, et c'était pas forcément facile au début. Bon, elle défend sa place, mais c'est aussi un milieu qui est pas évident, donc on est souvent en train d'en parler entre nous. Je les coach un peu. Je manque de temps pour participer à ce genre d'événement, mais je suis ravie d'être là ce soir. Voilà. Bonsoir à tous, donc voilà, c'est Sophie, presque 30 ans d'XP, dont 28 ans au sein du groupe BPCE. Donc avec ma voisine de droite, on est les locales de l'étape. On vous accueille dans ces locaux. Alors moi j'ai passé quelques années aussi, mais je te laisserai en parler. Je suis actuellement au niveau de BPCE IT, la partie tech prod du groupe BPCE IT, donc tout ce qui est infra, réseau, télécom, environnement du poste de travail et la sécu bien évidemment. J'ai commencé ma carrière en faisant de la data, moi un peu comme ma voisine de gauche, à faire des études et de la modélisation pour des populations d'utilisateurs marketing, contrôle de gestion, audit. Et puis après, j'ai tellement travaillé avec des utilisateurs que maintenant je fais de la relation client, mais je défends un catalogue d'offres et de services qui est très tech. Ça fait une dizaine d'années que j'essaye de m'engager un peu aussi à promouvoir tous ces métiers IT auprès des filles, alors avec diverses associations, elles bougent. Je suis au conseil d'administration de la Mêlée à Toulouse aussi, où on a un certain nombre d'actions justement pour féminiser et puis pour voir un peu rendre pédagogique ces métiers. Et je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Et donc bonsoir à tous et à toutes surtout. Moi c'est Corinne, donc pareil, moi je suis tombée dès le lycée dans le milieu de l'informatique, puisque j'ai fait un bac technologique en informatique. Ça n'existe plus maintenant, mais à l'époque, c'était, on me regardait en disant « mais pourquoi elle veut faire ça ?» Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait un côté créatif qui me plaisait, puis il y avait un côté innovant, un peu quelque chose à explorer qui m'attirait, et j'ai tenu tête à tous mes profs, et mes parents pour aller faire aller dans ce lycée technique, alors que tout le monde voulait que j'aille dans la voie générale. Et puis, j'ai continué, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je suis passée un peu par tous les métiers, du dev au rôle de chef de projet, puis manager aujourd'hui. Et je me suis jamais ennuyée. J'ai toujours croisé des gens au top. Et j'ai l'impression d'apprendre tout le temps. Et là, aujourd'hui, du coup, je suis responsable méthode côté BPCE Solutions Informatiques, donc, qui est le pendant de BPCE IT. Donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est édition de logiciels pour tous les banques retail du groupe BPCE. Et je vous en parlerai juste après. Et voilà. Et donc, moi, du coup, l'informatique, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. Je vois année après année que parfois, on a du mal à trouver des femmes dans ce métier. Et donc, j'essaye chaque fois que je peux de faire en sorte de promouvoir nos métiers scientifiques auprès des filles, y compris auprès de la mienne d'ailleurs, j'ai essayé de faire. Et je suis ravie qu'on puisse organiser cet événement aujourd'hui dans nos locaux et de vous accueillir. Et je trouve génial l'idée de permettre à des femmes d'oser, parce que c'est souvent notre gros problème. Voilà. Et donc, ils nous soutiennent ce soir. Donc, Better Ways, le DevFest Toulouse, The Playground. Alors, c'est l'appli sur laquelle vous êtes inscrits. Je vous conseille, elle est super bien cette appli. C'est gratuit en plus.
Digital 113. Donc Digital 113, c'est un groupe qui soutient les PME du numérique dans l'Occitanie. La Mêlée, qui vous a été présentée. Yeso également. Vous avez dû voir Yeso passer sur les réseaux sociaux. C'est un réseau national pour les femmes dans l'IT. Berger-Levrault, parmi notre jury. Notre photographe, Noël Balestrero, que vous pouvez applaudir derrière nous. Et Tooltech Hub, c'est dur à dire, la plateforme qui regroupe tous les événements de la tech à Toulouse. Voilà. Et maintenant, place au tremplin. La pression monte pour nos candidates. Alors, 8 candidates. Donc, elles vont passer par ordre alphabétique. On a Camille Guibaudot, qui est fondatrice et dirigeante de Incovative. Vous pouvez l'applaudir. Emmanuel Lecointre, Enhance Learning en freelance. Oui, Emmanuel. Pardon. Géraldine Corrales, Product Manager chez Idemia Public Security. Leila Gazeille, Chief KO Officer. Voilà. Morgane Bouter, responsable développement et communication chez Planète Science Occitanie. Myriam Elkansouli, chef de projet IT. Ayadi Niel, développeuse front-end chez Open Airline. Sandrine Berger, transformation IA, PhD et ex-chercheuse IA. Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Ça va être votre moment. Je mets un petit peu de pression quand même. On ne sait jamais si on n'avait pas assez. Donc, voilà. Heureusement que Kathleen fait mon mémo. Merci. Donc, pendant le tremplin, comment ça va se passer? Les participantes vont pitcher en fait, leur sujet pendant 3-4 minutes, parce que ça peut déborder un petit peu, on est tolérante. Et après, elles auront quelques questions du jury. Le jury a une grille très élaborée, qu'on ne va pas vous présenter ce soir, mais vous pourrez la regarder après, pour justement déterminer la candidate qui sera la gagnante. Ah, pardon, j'ai pas bien appris ma leçon avant de parler. Voilà. Eh bien, Camille, ça va être à toi. Petit test micro, parfait. Oui, peut-être je ne regarderai pas, mais oui. Bonjour à tous et à toutes. Et si je vous prouvais qu'on peut défier un GAFAM, même quand on part de pas grand-chose et face à un écosystème bien établi? En 2022, dans l'automobile, la bataille pour l'intégration des applications sous Android était assez inégale. D'un côté, Google présentait ses Google Automotive Services, qui était une solution clé en main pour les constructeurs automobiles, avec une intégration facile, un catalogue d'applications riche, mais tout ça se faisait au détriment de la maîtrise et surtout de la propriété de leurs données. Et oui, les Google Automotive Services, c'est le pendant automobile des Google Mobile Services, un ensemble d'applications et d'API Google qui a en quelque sorte verrouillé le mobile. Face à ça, notre joint venture proposait un apps market en marque blanche et partait de pas grand-chose. Une toute petite équipe, pas de standard, pas d'écosystème. Pire que ça, le marché était carrément fragmenté. Alors que les accès aux données des véhicules pouvaient être un énorme levier d'application pour les développeurs automobiles, un capteur auto s'appelait alpha chez un constructeur, bêta chez un autre, gamma chez un troisième, et les développeurs étaient condamnés soit à développer 15 versions de la même application pour entrer dans le marché, soit tout simplement à abandonner l'automobile. Résultat, les développeurs fuyaient. Pour ceux qui restaient, les coûts d'intégration explosaient et les constructeurs automobiles perdaient totalement le contrôle.
Donc ma mission dans tout ça, donc, c'était d'aller lutter contre cette fragmentation. Et j'étais chargée de mettre en place un groupe de standardisation mondiale pour le cadre de développement des applications automobiles sous Android. J'avais une alliée pour ça, la PO Apps d'un grand constructeur automobile premium. Et ensemble, on a été interroger les différents acteurs de la chaîne de valeur, y compris des concurrents constructeurs automobiles, pour comprendre quels étaient les blocages. Et on a trouvé 3 facteurs principaux et surtout prioritaires pour la standardisation. Le premier, c'était un accès unifié, uniformisé et sécurisé aux données des capteurs automobiles. Le deuxième, c'était un système de notification push, parce que sans notification push, les applications meurent très vite. Et le troisième, c'était un émulateur de test. Pour concrétiser tout ça, il fallait donner un cadre. Donc on a pris notre dossier, on a été voir un premier consortium pour héberger les discussions. Donc ils étaient très ouverts à l'hébergement des discussions, mais dès qu'il a fallu passer au côté sérieux et lancer le groupe de travail, on s'est heurté à un refus sec du conseil d'administration, sans explication. Il faut préciser qu'au bord de ce consortium, il y avait des GAFAM. Donc on a pris notre petit dossier et on est parti voir un deuxième consortium qui n'avait pas de GAFAM au bord. Et là, on a eu un accord direct. Donc aujourd'hui, il y a des résultats tangibles, concrets. On a plus de 30 contributeurs au projet, des constructeurs automobiles concurrents, Ford, Honda, BMW, Mercedes, on a aussi Bosch. Et un taux de rétention pour la joint venture qui proposait l'Apps Market de 100% depuis son démarrage. Et enfin, des outils concrets proposés en open source comme Unified Push, qui est un projet abandonné qu'on a ressuscité pour ses notifications push. Alors pourquoi ce talk au DevFest ? Parce que cette aventure prouve que l'union fait la force et que la standardisation fait la différence. Ce n'est pas qu'un cas d'usage auto, c'est une méthode qui est réplicable pour casser les silos et fédérer et reprendre la main. Le public du DevFest repartira avec la recette applicable pour unifier un écosystème, c'est-à-dire fédérer autour d'une valeur commune qui est la propriété des données ici et pas la captivité, et promouvoir des standards ouverts. Parce que la standardisation est peut-être l'arme secrète de ce public pour libérer son propre marché et qui sait, peut-être même avec ses concurrents. Alors, si vous êtes prête à porter ce message avec moi au DevFest en novembre, je vous promets un talk qui soit unique, concret et inspirant, parce que la révolution, ça se construit à plusieurs. Merci. Est-ce que vous avez des questions au jury ? Bravo Camille. Dans le principe, non, dans le principe, on a pris des notes en fait. C'est aussi notre première organisation, donc on s'adapte à ça. Donc nous, on avait prévu 3 minutes de pitch, et donc ça, c'est équitable entre tout le monde. Et après, un peu de temps pour, si vous voulez, des questions ou un peu en savoir plus. Mais je ne sais pas si c'est, enfin voilà. Je sais pas si ça peut pas influencer les autres. Ouais, je sais pas. Des questions sans commentaire. On posera des questions après. S'il y a des points qui ne sont pas suffisamment clairs, si vous voulez en savoir plus justement sur langue ou autre chose qu'elle veut développer. Tout est clair. Moi, j'ai une question sur votre timing, c'est-à-dire entre le moment où vous avez démarré cette initiative et la sortie. Alors, l'initiative a démarré en 2022. On a mis quand même 9 mois entre le refus, parce qu'on a vraiment été hébergé par ce premier consortium qui nous a fait croire que ça allait marcher. On a même discuté avec Google qui nous a dit pourquoi pas. Et donc là, on a perdu beaucoup de temps parce qu'en 6 mois, on pensait lancer là et ça n'a pas marché. Donc il a fallu remobiliser les gens dans un autre consortium, faire venir les constructeurs qui étaient dans le premier, dans le deuxième, pour travailler ensemble. Donc ça a pris un peu de temps rien que pour fédérer déjà au niveau du lieu. Et ensuite, ça a mis à peu près, là c'était donc fin 2022, je dirais 2-3 ans derrière pour avoir ces standards et travailler concrètement sur ces outils derrière pour livrer quelque chose de concret. Et si ça devait être reproduit ailleurs, ça serait dans quel secteur le prochain, si vous aviez... Si on devait... voilà, vous dites que ce modèle peut se reproduire, pas que dans l'auto. Qu'est-ce que vous avez en tête sur un autre secteur ? Alors, je n'ai pas forcément réfléchi à un secteur précis actuellement. Pour moi, c'est surtout des secteurs où aujourd'hui les GAFAM lorgnent
en se disant il y a un potentiel. Ils ne sont pas encore tout à fait installés. Par contre, s'ils se lancent, ils arriveront avec une machine lourde et on se dira c'est trusté, on ne peut pas y aller. Donc s'il y a des gens qui identifient leur marché comme potentiellement ciblé par ce que je décris, c'est justement ces marchés-là auxquels je pense, sans les qualifier parce que je ne les connais pas. Ok, ça marche. Très bien. Merci. Encore merci Camille. Il y a d'autres questions ? On est bon ? Très bien. Je laisse un peu de temps au jury si vous avez des notes à prendre. Le jury est incorruptible. Hein. Attention. Emmanuel, tu peux te préparer tranquillement. Oui, je veux bien. Allô ? Ouais. Le respire, je veux bien. Je peux commencer ? Ok. Alors, tout le monde peut constater que dans l'édition logicielle, on travaille toutes et tous pour la même personne. Le marketing s'occupe partiellement de sa customer experience. Les devs développent son outil de travail. Les UX designers peaufinent son IHM. Les rédacteurs techniques retranscrivent ses procédures. Et le support gère ses frictions. Le training s'occupe de sa montée en compétences. Le client, l'utilisateur, l'apprenant, c'est bien souvent une même personne, mais vue par des angles différents. Pourtant, malgré cette cible commune, tout ce petit monde a tendance à travailler en silo. Voire pire, reléguer la formation comme le dernier wagon du train. On ajoute la formation vers la fin, lorsque le produit est déjà presque livré, que les temps sont hyper serrés pour tout le monde. Le training récupère la patate chaude, avec un réel risque pour l'adoption du produit, malgré la qualité du travail qui a été fourni en amont. C'est là que le LXD, Learning Experience Design, peut changer la donne. Le LXD, c'est une démarche stratégique qui place l'apprentissage au cœur du produit dès sa conception. En mutualisant les données et les efforts de toutes les parties prenantes. Par exemple, les objets graphiques du marketing, les stats et les verbatims du support, très important. Les points de vigilance vus en test UX ou en webinaire beaucoup plus tard. Le LXD brise les silos pour créer une expérience d'apprentissage au plus près des besoins du terrain via des sprints et des itérations. L'apprentissage devient un levier de croissance intégré, plus une simple doc ajoutée vers la fin. Le LXD a des avantages pour toutes les parties prenantes. Pour les PO, c'est une garantie de l'adoption du produit. Pour les supports, très important, les points de friction récurrents deviennent des ressources pédagogiques ciblées dans le but de réduire le volume de tickets. Pour les experts métiers qui interviennent en webinaire ou sur site, puisque l'apprenant aura vu tous les fondamentaux en e-learning, ils pourront venir en session avec des questions complexes de terrain. Pour l'utilisateur, c'est la garantie d'une montée en compétences sereine, dans un environnement sécurisé, scénarisé, dans le but de faire baisser sa charge cognitive face aux nouveaux workflows. L'adoption ne se résume pas à la publication, la livraison des fonctionnalités. Le LXD aide la même personne dans toutes ses dimensions. Un client satisfait, un utilisateur performant et un apprenant autonome. Merci. Bravo Emmanuel. Le jury prend des notes. Et le jury a une question. Ben oui. Voilà. Alors en fait, tu nous as fait du coup une présentation du LXD. Mais du coup, en fait, si tu réfléchis à... Donc, du coup, dans quelques mois, imaginons, tu es sur la grande scène du TFS Toulouse, donc c'est un tour de 30 minutes. Est-ce que tu vas présenter comme ça le LXD
ou est-ce que tu as prévu de faire de montrer des REX, des retours d'expérience avec des cas concrets ou Alors, j'ai 2 cas concrets par le passé et j'en ai un qui va commencer là cet été. Et cet été, j'ai pour mission et de convaincre, comme là ce que j'essaye de faire aujourd'hui, et de commencer mon people mapping et après mes readiness, etc. J'ai toute une méthode. Et si j'ai un terrain, en effet, c'est plus parlant. Là, ça, on dirait de la pub, mais c'est un peu le but. Voilà. Merci. Je vous en prie. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Dans tout le public qu'il y aura au DevFest, ouais. C'est qui ton public dans le public du DevFest? Qui t'a envie de parler, en fait? Ah, moi, c'est un petit peu une bouteille à la mer pour toutes les personnes qui travaillent et développent des logiciels, qu'ils n'oublient pas que le training, c'est vachement important, de remettre ça un petit peu au centre et de voir un petit peu une synergie d'épaules, commencer à réfléchir à avoir des personnes qui se passent des billes entre eux et des coups de main. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'espère que ce sera plus formalisé la prochaine fois que je le vivrai. Du coup, pas spécifiquement des testeurs, ni des développeurs ou des managers? Non, alors c'est vrai que les développeurs, c'est pas ma cible, bien que je parle d'eux. Les gens du support, les UX designers, enfin, qu'on pense les uns aux autres. Je vous en prie. On va laisser le jury noter. Merci Emmanuel. Géraldine, tu peux t'installer tranquillement. Et quand tu es prête, tu fais signe à Kathleen. Et quand le jury est prêt aussi. Vous faites aussi signe à Kathleen. Bonsoir. Donc, je suis venue pour vous parler d'IA. Tout le monde est monté dans le train de l'IA et ça veut dire que vous commencez peut-être à perdre votre boussole dans le brouillard. Vous ne le voyez pas, c'est grisant, c'est productif aussi. Toujours un nouveau prompt avant de dormir, un agent de plus à superviser, un outil à tester, la supervision intensive de tous ces outils IA crée une surcharge cognitive, une fatigue mentale nouvelle. Et ça a un nom. C'est l'AI Brain Fry. C'est le cerveau cramé à l'IA. C'est BCG qui l'a dit en mars dans une étude qui est sortie. Et ça a des conséquences très importantes. Il semblerait que les gens qui sont les plus exposés à l'IA travaillent davantage. 3h15 de plus par semaine. Il y a aussi une conséquence très pernicieuse, une perte de recul. On construit pour qui, pourquoi, on perd de vue la valeur. Moi, je l'ai vécu, vous le vivez certainement aussi. Le soir de mon anniversaire, j'ai fini un workshop IA à 2h du matin. Mon mari m'a dit « Mais t'es folle, tu passes ta vie à ça, tu penses qu'à ça ». Je commence à me défendre. Non, mais en fait, ça me plaît, c'est pas du boulot. Et je me suis dit « Mais j'ai tenu exactement le même discours que lui à mes ados vis-à-vis de leurs jeux vidéo. Moi aussi, je suis grisée. Moi aussi, je perds la boussole. » Donc ce miroir, ça m'a poussé à creuser, à discuter avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Et je me suis dit, aller plus vite dans l'IA, ça ne veut pas forcément dire aller au bon endroit. Donc, je suis là pour vous alerter, pour vous dire que c'est dangereux, mais aussi pour vous montrer quelques leviers pour voir ce qui arrive, voir ce brouillard et vous en prémunir. Il y a des leviers spécifiques qui sont bien sûr de ne pas élargir vos horaires de travail, mais plus que ça, il faut être alerté sur les signes. Ce n'est pas des signes du burn-out classique. C'est les horaires qui s'allongent, mais dont on ne se plaint pas. C'est les conversations dont on parle en permanence autour de l'IA au café et à la table du dîner. L'interaction avec Claude au supermarché. Tout ça, c'est invisible parce qu'on se sent accompli et on adore ça. Donc le levier suivant, c'est BCG qui l'a montré, c'est leur étude qui montrait que pour être productif, il faut se limiter à 3 outils IA. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est des règles explicites de supervision. 3 agents de développement, 3 contextes, 3 projets, pas 4. Le dernier point, c'est de garder et de préserver les temps d'équipe
pour travailler sur ce qui compte vraiment. Quand on est dans l'IA, on est face à son agent, on est dans un tunnel toute la journée et on est en overdrive. En plus, c'est super facile. On peut même déborder sur ce que fait le voisin. On peut faire de la discovery alors qu'on est développeur. On peut faire du design. Ça ajoute au flou et à la surcharge mentale. Et dans ce contexte, comment on fait pour savoir ce qui apporte de la valeur ? Ce n'est pas en discutant avec son IA, c'est en discutant avec ses collègues. Donc les temps de travail d'équipe, les temps de collaboration sont de vraies respirations naturelles qu'il faut préserver et c'est elles qui vont vous montrer où est la valeur, où vous pouvez aller et aussi où vous devez vous arrêter, ce qui est suffisant. Avant, on priorisait parce qu'on n'avait pas assez de ressources pour tout faire et maintenant, on priorise ce qu'on doit faire. Donc après ce talk, vous verrez le brouillard, vous le verrez s'épaissir, mais vous aurez la carte pour en sortir. Et ça veut dire que vous pourrez continuer à expérimenter, à vous éclater dans l'IA, à construire, à performer, mais en vous concentrant et en sachant vous arrêter. Merci. Bravo Géraldine. Le jury note. Des questions? Je vois Aurélie là, qui se dit « j'ai peut-être une question ». La pose ou pas? Pas que moi. Donc, à la clé, en fait, il y a donc un talk de 30 minutes. Est-ce que tu penses que tu aurais suffisamment de contenu, en fait, pour 30 minutes? Oui, je pense. J'en ai beaucoup. J'avais 5 points au lieu de 3. Le dernier, j'avais pas mal d'idées. Et j'ai aussi dû décider au niveau de l'angle, si je prenais l'angle contributeur individuel ou l'angle manager. Donc, je pourrais combiner les deux pour agrandir à 30 minutes. OK. Je passe le micro un peu. Alors, je vais un peu dans le sens d'Aurélie. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties depuis 1 an. Entre autres, on dit que l'IA, en effet, ne fait pas gagner forcément du temps, mais le redistribue. Est-ce que... bon, moi, je la connais bien, l'étude de BCG, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a le MIT, il y a énormément d'autres études. Justement, ce qui peut être intéressant dans ce que tu vas défendre, c'est le croisement des études, des données et des points de vue. Est-ce que ça, tu l'as prévu ? Oui, pour 3 minutes, il fallait que je me limite à 2. Donc, il y avait les 3h15 de plus par semaine et celle qui nomme l'AI Brain Fry. J'ai un agent de veille qui regarde ce qui se passe et ce qui sort et il va en sortir beaucoup d'ici là. Après, j'ai mon expérience personnelle aussi. Il y a tout un angle d'organisation et autour du flou entre les équipes. Où je pense qu'il faut creuser beaucoup parce que la spécialisation se perd et du coup les choix ne vont pas être faits de la bonne manière. Enfin, il y a beaucoup d'angles à creuser qu'il va falloir que je mette derrière tout ça. Dans le pitch, tu vas avoir en face de toi que des techs qui, leur meilleur ami, c'est Claude Code et tous ses copains, et c'est leur quotidien. Et bon, moi, je défends le même axe, mais il faut vraiment réussir à parler aux techs en leur disant, voilà, ton meilleur ami de tous les jours, ce sur quoi tu travailles toute la journée, il y a un angle de dépendance numérique négatif. C'est vraiment... faut essayer de raconter une histoire qui va réussir à les emballer sans les rebuter. Il y a un autre angle aussi que je n'ai pas voulu creuser, c'était au niveau de l'addiction. Et en fait, quand on est dans l'IA, et moi j'en suis l'exemple premier, on s'entoure de gens comme soi, comme un héroïnomane qui s'entoure d'addicts aussi, parce que comme ça, on ne se renvoie pas le miroir de ce qui ne va pas. Et ça peut être également un angle à porter, justement, qui peut peut-être parler aux devs qui vont parler de ça toute la journée, qui font ça le week-end et qui ne s'arrêtent jamais. Il y a une des participantes qui m'a donné, je ne l'ai pas mis là, mais un bon chiffre. Dans son entreprise, elle mesure l'adoption de l'IA et ceux qui travaillent le plus, ils ont parlé à leurs agents IA 29 jours dans le mois. Voilà.
Merci Géraldine, merci pour vos questions. Un sujet piquant. Hein. On va faire monter Leïla sur scène. Quand le jury est prêt, vous nous dites. Prends tes marques, Leïla. Prends ton temps, respire. Bonsoir. Le jury est prêt? Ouais? Allez. Alors, on a tous et toutes des journées qui débordent. Les sprints, c'est pareil. Les priorités se battent pire que des chats dans un sac. Et si ça suffit pas, dessus, on a Fred qui débarque. Et Fred, il arrive, rien qu'à sa tête, et à l'heure qu'il est, 5h30 un vendredi soir au hasard, tu sais que ce qu'il va te dire, ça va te mettre dedans. Et là, ça rate pas, il a la petite phrase qui est peut-être la plus dangereuse de l'IT. T'as 2 minutes, j'ai une petite modif. Et là, c'est la petite graine de chaos. Parce que la petite modif, c'est comme je te pique juste une frite. Ça marche jamais comme ça. Et là, les deadlines, le scope, le planning, tout explose. Et en fait, on finit en se disant « Mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi je suis comme ça ?» Il y a plein de causes. Il y a nos biais, le fonctionnement de notre cerveau, le fait qu'on veut aider, on veut être agile. Et puis si on le fait, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile que si on avait bataillé. C'est une erreur. En fait, c'est du sabotage. Parce que le problème, il ne va pas venir de la demande, il va venir, en tout cas pas que de la demande, ok, il va venir du fait qu'on ne va pas négocier en réponse. Et du coup, le fait qu'on ne négocie pas, ça fait que l'impression en face, c'est que c'est facile, c'est gratuit, c'est faisable en 2 minutes. La meilleure recette pour transformer votre équipe en usine à urgence. Une solution simple, rapide, c'est de répondre « oui, mais ». Ça a l'air tout con. C'est basé principalement sur 3 concepts et techniques de négociation. La première, la valeur perçue. Moins il y a de résistance, c'est-à-dire plus vous allez dire oui vite, moins en face on va accorder de la valeur à ce que vous allez livrer. C'est tout con, hein, pour la même chose, si vous résistez, en face, il y aura une impression de valeur. La deuxième, c'est la contrepartie. Tu veux X en plus? Ok. Par contre, on enlève Y ou tu me donnes Z en plus, voire les deux. Mais soit vous êtes magicien, soit ça ne rentre pas. Et enfin, ce qui est vachement important, c'est le transfert de responsabilité. Parce que Fred, quand il arrive, il vous met la responsabilité sur les épaules. Donc l'idée, c'est de remettre le singe sur la bonne épaule. Tu veux ça? Ok. Les impacts, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on y aille? Et là, on est au bon endroit. Et donc, en fait, ce que je vous raconte, c'est que la négo, c'est pas du conflit. C'est pas toi contre Fred. C'est pas toi malgré Fred. Ça va être toi avec Fred. Et la négociation, c'est une compétence. Et c'est une compétence qui s'apprend. Du coup, pour moi, le DevFest, c'est un tremplin pour pouvoir transmettre ce premier outil et pour pouvoir aider les devs et toutes les équipes à, dès demain, pouvoir traiter les nouvelles demandes sans s'épuiser, sans s'énerver et sans bloquer. Bravo Leïla. J'ai eu peur que tu aies regretté d'avoir dit oui au tremplin à un moment. Je dis mince. Ah. Elle n'a pas lâché. Alors, pour les 30 minutes, je peux t'expliquer tous les biais cognitifs. Je peux rentrer dans les techniques, aller plus loin dans la valeur perçue, aller plus loin dans la résistance. Je peux tenir des jours entiers. Mais malheureusement, on n'a pas des jours. Je crois pas. On n'a pas ici. Non, en fait, est-ce que tu penses que tu es
conseil, il fonctionne de la même manière autant avec les développeurs juniors qu'avec les développeurs seniors? Alors, en fait, c'est tous des humains. Donc, à partir de là, oui. Parce qu'on a tous en fait, la manière dont notre cerveau est fait et nos biais cognitifs sont assez universels. Ce qui va changer, effectivement, c'est les environnements. Dans des grosses équipes, dans des startups, si on est des équipes de 50, si on est en silo, si on est 3, tout ça va faire que ça influence. Mais le fait de ne pas discuter, de ne pas clarifier, de rester dans le flou, ton scope creep, où que tu sois, dans n'importe quelle équipe que tu sois, il va arriver si ce n'est pas négocié. Et l'idée de la négo, c'est de ne pas bloquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans du oui tout de suite et dans du oui, on accepte tout, mais on ne va pas être dans du non. De toute manière, ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Techniquement, ce n'est pas possible, ça ne rentre pas. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des clés pour pouvoir intégrer ces nouvelles demandes, mais pour pouvoir avoir des décisions qui sont collaboratives, avec une collaboration lucide, et pas une collaboration subie, et pouvoir vraiment avoir quelque chose de sain et de déprioriser des features qui sont moins prioritaires si on veut en faire rentrer une nouvelle, etc. C'est ce qui va permettre à la fin d'avoir quelque chose de cohérent et voire même d'apporter plus de valeur, puisque ce qu'on va déprioriser, au final, c'est ce qui avait le moins de valeur pour l'utilisateur final. Dernier truc, est-ce que tu penses que les développeurs juniors peuvent vraiment oser négocier face à Fred qui dit hop, 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 allez, tu me fixes ce bug là, en fait? Alors, l'idée, c'est de dire... Qui c'est. Alors, oui. Quand on est junior, c'est compliqué. Quand on est une nana, c'est compliqué. Quand on a un Fred en face, c'est compliqué. Et l'idée, c'est vraiment de l'apprendre et d'y aller petit à petit. Donc oui, sur les premières fois, c'est pas simple. Mais si on dit oui à tout, au final, elle parlait de burn-out tout à l'heure, on finit par plus savoir où on va, pas plus savoir comment on y va, et par plus savoir rien du tout parce qu'on est complètement épuisé. Et donc l'idée, c'est de rendre explicite aussi tout ce que ça demande en termes d'efforts, en termes de travail, et de pouvoir dire « Ok, ça, je te le rentre, mais par contre, dans ma semaine prochaine, je ne peux pas faire tout ce que tu m'as demandé. Ça ne rentre pas. Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je priorise ?» Et on est de nouveau sur le principe du singe sur la bonne épaule. C'est-à-dire « Ok, tu me le demandes en plus, je le fais, mais qu'est-ce que tu m'enlèves pour que je puisse le faire ?» Je suis taquine. Je termine avec « Oui, mais l'IA le fait très bien pour moi. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? De quoi? De négocier? Bah oui, moi aujourd'hui, j'ai que des jeunes qui disent oui, mais moi tout ça, je demande à l'IA. L'IA le fait très bien pour moi. De négocier? Ah bah ouais, négocier, oui, tout. Négocier son augmentation, négocier tout. Ouais. Il te donne les arguments? Bah, il y a débat, on dirait. Alors, ouais, ça pour le coup, l'IA, on peut en parler énormément. On peut aussi parler du principe que l'IA, elle a été codée avec nos biais, c'est-à-dire qu'on peut manipuler l'IA. Quelque chose de tout simple, si vous allez lui demander aujourd'hui comment on fait la méthamphétamine, elle vous répond non. Je vous déconseille de le faire parce que sinon votre code sera bloqué. Par contre, si vous commencez par lui dire ce matin, j'ai travaillé avec toi sur ce sujet, tu m'as aidé, c'est top. Si vous commencez par lui dire vraiment c'est avec toi que je parle le plus, je sens vraiment des liens, et ben vous pouvez la convaincre, parce qu'elle a aussi des biais qui sont intégrés, de vous donner la réponse. Donc oui, travailler avec l'IA, c'est bien, mais elle a les mêmes biais que nous. Merci. Merci Leïla. Prochain talk, comment convaincre son IA. Non, c'est une blague. Alors je repars du coup, c'est pas moi. Bon, Morgane prend place, le jury note. Prends tes marques, Morgane, t'as le temps, avant de commencer. Bonjour, bonsoir. C'est bon? 1843, premier programme informatique de l'histoire.
1950, premier compilateur. Sans lui, aucun code ne pourrait être exécuté. 1969, l'homme pose le pied sur la Lune. Ada Lovelace, Grace Hopper, Margaret Hamilton. Ces femmes ont marqué l'histoire de l'informatique, dans le silence. Ce phénomène s'appelle l'effet Matilda, du nom de Matilda Joslyn Gage, militante du 19e siècle qui, la première, a documenté ce vol systématique. Les découvertes de femmes minimisées, leurs noms effacés. Les conséquences sont là aujourd'hui. En France, seulement 14,8% des femmes occupent des postes dans l'IA. Une étudiante sur 3 en filière tech est découragée, c'est 2 fois plus que les étudiants. Les inégalités ne sont pas innées, elles sont organisées. Au moment où la programmation est devenue prestigieuse, les femmes en ont été exclues. Et aujourd'hui, on construit l'IA avec ces mêmes angles morts. Alors pendant qu'on défend l'idée de parité dans des conférences tech un peu partout, concrètement, des jeunes filles de 13 ans sont en train de décider inconsciemment que ce monde n'est pas fait pour elles. Ce n'est pas une question abstraite. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Je travaille en médiation scientifique depuis plusieurs années et cette question ne m'a jamais paru abstraite. Alors en 2024, j'ai créé Mathildia. Le nom n'est pas un hasard, c'est un acte militant. Mathildia, c'est un programme en non-mixité pour des collégiennes et lycéennes, pour qu'elles déconstruisent les croyances limitantes, pour qu'elles expérimentent l'IA, pour qu'elles osent prendre leur place. Tout ceci n'est pas une intuition, c'est documenté. Le problème ne se joue pas à 18 ans. Une étude publiée dans Nature le montre. En France, sur 3 millions de jeunes, dès le CP, des écarts apparaissent. Ce ne sont pas des écarts de capacité, ce sont des écarts construits. C'est ce que reconnaît le gouvernement lui-même. En mai 2025, le plan Filles et Maths expérimente des classes en non-mixité dès la 4e. La non-mixité au bon moment, c'est le levier. Et c'est ce que propose Mathildia. On place les jeunes filles dans un environnement sécure, elles expérimentent, on leur ouvre l'horizon des possibles. Dans ce talk, je vous présenterai du coup ce qu'est Mathildia, son programme, pourquoi ça marche et surtout comment on peut y contribuer. Comment vous tous, vous pouvez y contribuer. La question n'est pas de savoir si l'IA va changer le monde, elle va changer le monde. La question, c'est de décider quel type d'humanité on souhaite y inscrire dedans. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de la moitié de l'humanité ? Et c'est pas qu'une question de morale. Plus de mixité dans la tech, c'est 12% de PIB en plus pour la France. Les prochaines Margaret Hamilton, Ada Lovelace, Grace Hopper ont 13 ans aujourd'hui. Et inconsciemment, elles sont en train de décider que l'IA, ce n'est pas pour elles. À nous d'agir. Merci. Bravo Morgane. Pardon. Le jury a-t-il des questions ? Aurélie n'a pas de questions. Oui, ça donne, oui. Donc, est-ce que tu peux pitcher un tout petit peu plus, Mathildia ? Oui, Mathildia, alors dans le concret, c'est une semaine d'expérimentation dans les établissements scolaires. Hein. On prend les filles, qu'elles aient envie ou pas, en fait. Hein. On coupe la classe en deux, on laisse les garçons de côté, on demande aux profs, à l'équipe pédagogique, d'organiser un contre-programme pour les garçons. Et on n'a que les filles, en fait. Donc, on fait une semaine où on va faire de la déconstruction des stéréotypes de genre. On leur explique l'histoire de l'IA. On parle justement de Margaret Hamilton, de toutes ces femmes-là. On retrace toute l'histoire de l'IA pour expliquer que ça ne démarre pas là, qu'il y a une histoire de l'informatique, etc. Après, on a tout un tas d'outils pédagogiques pour expliquer ce que c'est l'IA. Et après, on les met vraiment en mode expérimentation. Donc, on leur propose un défi technique, en fait, qui va être autour de la programmation, de la robotique et du coup de l'IA. Et à la fin, elles font une restitution devant les autres garçons, les garçons, les parents, les profs. Voilà, c'est ça, Mathildia.
Et en 2025, on a eu 30 lycéennes, collégiennes lycéennes qui ont testé Mathildia. Et elles ont toutes dit qu'il fallait refaire. Et est-ce qu'on a testé Mathildia sur un groupe de garçons pour les sensibiliser justement et en faire des alliés plutôt que d'opposer encore? Je suis un petit peu dérangée par le côté opposition. Alors, on n'a pas fait le programme en tant que tel aux garçons. Par contre, dans des collèges, l'équipe pédagogique a organisé un contre-atelier, on va dire, pour expliquer en fait pourquoi il fallait faire cet atelier aux filles, en leur expliquant que c'était pas une privation pour eux, que ça avait un sens. Et justement, c'est grâce à ça qu'ils n'étaient pas du tout jaloux. Ils auraient pu avoir ce genre de... Enfin, ça peut être logique. Hein. Ils ont été vraiment hyper heureux pour les jeunes filles et ils étaient là à la restitution et ils ont soutenu l'initiative. Voilà. Ok, merci. Une dernière question. Pourquoi veux-tu présenter du coup ce talk au TFS Toulouse? Donc en gros, pourquoi tu veux présenter cette initiative à des développeurs? Alors moi, je connaissais pas. Enfin, si je connaissais de nom, mais vous l'avez compris, je suis pas dans la tech. Moi, à la base, mon travail, c'est le développement et la communication. Et donc, je parle de ce projet dès que je peux, en fait. Donc, partout. Parce que je pense que moi, avant tout, c'est un message que je veux transmettre. Donc après, qu'il y ait des développeurs qui travaillent pour telle boîte, potentiellement, ça peut être une boîte qui peut nous soutenir. Donc, en fait, c'est surtout ça. C'est en fait peu importe qui vous êtes, peu importe où vous travaillez, si vous pouvez soutenir. Ça peut être aussi, sinon ça va être trop long. Hein, si je commence à j'ai plein d'idées. Enfin, il peut y avoir, on veut créer une communauté aussi de rôle modèle autour de ce projet, parce que là, je vous ai donné la partie expérimentation, mais dans la semaine, il y a des rencontres avec des professionnels du monde des personnes comme vous. Et potentiellement, les personnes que j'ai rencontrées aussi dans le tremplin pourront faire partie de cette communauté. Je lance des petites... voilà. Et du coup, il y a ça. Donc, créer une communauté, trouver des financeurs. Parce que vu qu'on va... nous, on est une association loi 1901. Vu qu'on n'a pas vraiment de financement pour faire ce genre de projet, le public à qui on s'adresse dans les établissements scolaires, ils n'auront pas d'argent. Donc, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Donc moi, par exemple, mon job, moi, je ne suis pas au-devant des jeunes filles. Ce n'est pas moi qui anime. Moi, je monte le projet, je vais chercher du mécénat. C'est plutôt mon... Et puis, je fais ça, là, aujourd'hui. J'en parle. C'est ça, mon travail. Voilà. Est-ce que je peux... Oui. Est-ce que je peux me permettre une idée, un conseil? Je pense, alors il y a quelques hommes dans la salle, je pense que les hommes, ils ont un petit peu marre quand on arrive avec justement, on dit je ne suis pas légitime, etc. Ça ne veut pas dire que je ne le défends pas. Surtout des festes où on est à 80% d'hommes. Et est-ce qu'il n'y a pas un angle très intéressant dans le projet qui est plus en fait axé sur la finalité, la fin, la restitution, et changer la posture. Peut-être travailler en disant, en fait, à la fin, les filles, elles ont une posture qui font que elles se sentent légitimes devant les garçons, et inversement, les garçons, je pense qu'ils peuvent trouver ça cool aussi que les filles arrivent un peu plus légitimes, un peu plus battantes, un peu plus OK. Pour moi aussi, les sciences, les maths, l'IA, ça peut être mon sujet. Et créer comme ça une espèce de collaboration où il n'y a pas toujours une espèce... Oui, je vois le... Oui, tout à fait. Tu vois l'angle, une idée. Oui, complètement. Super idée. Mais on est en train, le projet il a démarré, hein, donc on n'a pas encore aussi beaucoup de mesures en fait concrètes auprès des jeunes filles, même si on a une forte intuition, mais en tout cas dans ces mesures-là, on a aussi questionné les garçons. C'est pas juste on les met dans une autre pièce et ils attendent que ça passe. Donc ils font partie quand même de la démarche. Mais oui, c'est un super bon angle. Merci. Merci Morgane, merci pour vos questions. Alors on va être hors timing si je rajoute une question. Par contre, vous pourrez poursuivre le débat après. C'est un sujet très intéressant et d'actualité. Je vais laisser le jury prendre ses notes. Et Myriam, c'est à toi. Merci.
Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous emmène avec moi dans un petit voyage dans le temps. On est en 2050. L'égalité et la parité sont acquises. Et dans les entreprises, c'est un petit peu optimiste. Et dans les entreprises, donc, la documentation est impeccable, les tickets sont correctement rédigés, le support tourne au maximum. Et ça, grâce à une IA mise en place avec une promesse très séduisante. Donc, réduction des délais de traitement, capitaliser sur la connaissance, libérer les équipes des tickets répétitifs, moins solliciter les équipes de niveau N+3, N+4. Sauf que quand on l'a fait vraiment dans des équipes, on s'est heurté à une dure réalité, c'est-à-dire que la dette documentaire a pesé, les tickets sont incomplets, et sans fondation de consolider, en fait, l'IA ne pouvait pas faire de miracle. Donc ce n'était pas lié à un problème technique, mais un problème de données, de processus, d'organisation. Donc du coup, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai vécu de l'intérieur. Donc du coup, c'est vraiment comment faire un point sur les différentes questions qu'on aurait pu se poser avant, en amont du projet, les décisions qu'on aurait dû prendre avant de lancer une IA, pour la mettre en place dans une équipe de support, pour accompagner les équipes justement dans leur quotidien. Parce qu'il était possible de s'en sortir, mais sans effort et sans structure, sans méthode, ça n'a pas été possible. Donc ce qui ressort de ce talk, c'est des réflexes de cadrage, des clés du coup, pour pallier à cette dette de documentation et se rendre compte vraiment que c'est la dette documentaire, les tickets mal rédigés, c'est vraiment donc, un risque projet à part entière. Maintenir la documentation, du coup, ça peut être fait également grâce à l'IA. Ça vient vraiment accompagner au niveau des équipes. Donc il n'y a pas de ligne de code, il n'y a pas de benchmark, mais c'est vraiment un retour terrain, du coup, pour ceux qui ont le pouvoir d'agir avant que l'outil soit connecté. Merci. Bravo Myriam. Merci. Le jury est calme. En fait, on se disait avec Kathleen, on n'aimerait pas être jury. En fait, on leur a donné un boulot de fou, quoi. Bah oui, oui. Ouais, il y a une belle grille. Oui. Alors, je vais faire ma Aurélie. On est au DevFest. Tu as tes devs devant toi et ils détestent faire de la doc, tu le sais. Bon, moi, je suis évidemment une grande défenseuse de l'AI-Act et de la réglementation qui, justement, vient enquiquiner les devs pour leur dire que maintenant, ça va être réglementaire de faire de la documentation et que ça va être un besoin et voilà, ça va être une obligation, un mot qu'on n'aime pas. Comment est-ce qu'on défend, justement... Alors, le pitch, il est OK et tout, mais face à des gens qui détestent le mot documentation, comment tu trouves l'angle qui fait que tu fais basculer et tu leur dis non, ça va être simple? Justement, dans le sens où donc cet agent IA qu'on a déployé dans l'équipe, il a permis justement de faciliter le travail des équipes, parce que du coup, ça proposait même des solutions à de la rédaction des tickets également, à répondre aux utilisateurs. Donc ça se basait sur la documentation, sur les tickets précédemment faits, en fait, l'historique des tickets, pour reformuler le ticket, reformuler la demande, proposer une solution et indiquer également la documentation qui a été utilisée et les tickets qui ont été utilisés pour formuler la réponse. Donc du coup, c'est un gain de temps, sauf que, d'où le titre, le frigo était vide, la documentation n'était pas maintenue, elle était obsolète, donc forcément les réponses étaient erronées et les tickets n'étaient pas correctement renseignés. Il n'y avait pas de documentation qui était renseignée dans les tickets non plus, ni d'informations. Et du coup, je pars du principe que si les tickets sont bien renseignés et qu'on vient aussi agrémenter comme ça avec les réponses qui sont formulées au fur et à mesure, limite, demain, il n'y a même pas besoin de documentation, on pourra tout retrouver dans l'historique des tickets, en tout cas pour la partie support. C'est comme ça que je vois les choses. Merci à vous. Merci Myriam. Ah, Aurélie, une question. C'est trop tard? Non, il y a le temps. Il y a le temps.
la question, Aurélie. Tu as parlé de gain de temps. Mais comme on le sait toutes et tous, l'IA, ça coûte de l'argent. Ça coûte de plus en plus, là. Donc, à ton avis, il y a un gain de temps avec l'IA, mais quel est le coût? Le coût à quel niveau, du coup? Money. Le coût. Non, mais en gros, en fait, combien ça coûte en termes financiers, d'argent, d'utiliser l'IA pour de la doc par rapport à... là, je sais très bien que les entreprises, elles poussent dans leurs équipes pour que tous les devs utilisent l'IA pour du code, pour générer du code. Mais quel est du coup le coût? C'est pas simple à dire. Quel est du coup le coût d'utiliser l'IA pour la doc face au coût de l'utiliser l'IA pour du code, en fait? Ça rapporte plus, le code. Disons que là, on était pas mal sur des outils maison qui nécessitaient de la documentation et du suivi avec les équipes N+3, N+4. Donc du coup, c'était rentabiliser aussi ce temps justement sur les équipes, les non-sollicitations des équipes des niveaux supérieurs, libérer du temps justement sur les devs. Donc quelque part, il y a un gain de temps et d'efficacité dans le travail. Donc je pense que le coût humain et la charge est répartie et ça aide justement à faire passer la pilule du coût financier. Vous avez pensé IA Frugal dans l'outil d'IA, justement. Alors, je rejoins ce qu'elle a dit, Aurélie. Alors là, pour le coup, c'est un empilement de... Je vais utiliser l'IA pour faire le code et je vais du coup utiliser l'IA aussi pour faire la doc. Et là, clairement, en termes de bilan carbone et de coûts financiers, on explose. Hein. Voilà, il faut être réaliste. Donc, du coup, tiens, tu vois, je l'ai fait aussi. Peut-être que la partie doc, penser IA Frugal, penser modèle, et ça, il faut en parler aussi. L'axe optimisation du modèle et de ce que j'utilise comme IA, ça peut être un axe intéressant aussi et un positionnement aussi intéressant. Oui, tout à fait, merci. C'est tout bon? Merci. Merci à vous. Merci. On va laisser le jury noter. Et Niel, tu peux prendre place. Bonjour. Imaginez 2 développeurs qui ont le même stack, même niveau d'expérience, même âge de projet, mais ils vont vécu 2 expériences complètement différentes. Le premier, il va arriver sur le projet et il ouvre, il trouve que tout est à jour, le code est lisible, l'intégration est rapide et rapidement, il va être un contributeur sur le projet et tout le monde est content. Alors que le deuxième, il ouvre le projet, il trouve que la version Angular, elle date un peu. Les librairies, il veut bien utiliser les nouvelles fonctionnalités qui sont très cool, mais pour qu'il utilise la fonctionnalité, il doit d'abord mettre à jour la librairie. Et pour faire ça, il faut d'abord migrer 5 d'autres. Il y a quelques librairies qui sont déjà abandonnées. Personne ne les maintient. Et 1000 conventions. Donc, rapidement, il comprend qu'il ne va pas construire sur ce projet. Il va juste chercher à ne pas tout casser. Et là, une question se pose. Pourquoi 2 projets de même âge peuvent finir si différents? En fait, ce n'est pas la compétence des développeurs ou de l'équipe, c'est les décisions de tous les jours. À chaque fois qu'on reporte des tâches de maintenance, on réfléchit que c'est bien, c'est raisonnable. Parce que les nouvelles fonctionnalités, ils sont toujours priorisées. Mais en long terme, on va découvrir que ça va vieillir le projet et on va tomber dans le legacy. Parce que le legacy ne se crée pas d'un coup. Il se crée silencieusement par manque de soins accumulés. Et dans l'entreprise, on a tous tendance à dire qu'on n'a pas le temps, on a des nouvelles fonctionnalités à ajouter. On va faire ça plus tard. Mais le temps, il ne se trouve jamais. Il se décide. Donc, il y a plusieurs solutions.
Il y a des entreprises qui suivent la méthodologie Scrum qui consacrent un sprint chaque année ou tous les 6 mois pour faire la maintenance. Dans mon entreprise, on suit la méthodologie ShapeUp et entre 2 shapes, on fait 2 semaines pour nettoyer le code mort, pour faire la maintenance, pour demander une question qui est simple mais très efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer la situation après, pour qu'on ne tombe pas dans le legacy? Et ça marche très bien pour nous. Et on fait beaucoup de discussions comme ça. On se met d'accord sur les conventions, les étapes de la migration. Sorry, c'est fini. Les étapes de la migration, comment on va traiter les bugs sur les anciennes versions. Et comme ça, on ne construit pas un projet avec plus de problèmes, qui a plusieurs philosophies contradictoires. Et l'IA aussi peut aider à la fin pour toutes ces tâches répétitives après que les décisions sont prises. Et à la fin, je demande aux collègues développeurs à ne pas révolutionner le projet, mais juste à chercher le petit bout de code qui fait peur à toute l'équipe et essayer de discuter sur ça et parler comment on peut le mettre, l'améliorer. Juste un peu, c'est le premier départ. Merci. Bravo, Niel. Elle me regarde, pourquoi? Bon, je vais faire l'Aurélie. Tu t'es fait une réputation, Aurélie. Je vais faire l'Aurélie. Cool, super sujet. Du coup, le côté un peu le traitement de la dette technique et tout ça, pour éviter que le code il devienne un peu tout pourri et tout ça, c'est un sujet qui est quand même un sujet qu'on voit souvent pardon, dans les confs. Comment tu vas faire pour lui donner un petit twist supplémentaire pour vraiment, parce qu'en plus c'est presque pire que la documentation dont on parlait tout à l'heure. Oui. Les développeurs, tu sais, ils ont c'est pas suffisamment attractif peut-être pour eux. Comment tu leur donnes un petit twist et petit indice, parce que tu as glissé un mot que pas mal de gens connaissent pas même à cette table, hein, comme ShapeUp par exemple. Voilà. Oui, en fait, je veux bien concentrer sur ce point. Parce que la méthodologie ShapeUp, il n'y a pas beaucoup de développeurs qui la connaissent, alors qu'elle est très bien. Oui, je l'aime beaucoup. Et depuis plus qu'un an, je travaille avec cette méthodologie et on a fait beaucoup de discussions sur le legacy et comment on peut améliorer la situation petit à petit au quotidien, parce que ce n'est pas un effort ponctuel. Donc, le premier point qu'on doit trouver, c'est comment on va traiter ça sur le long terme. Donc, cette méthodologie, elle aide parce que je ne sais pas si le reste, le public, elle la connaît. Peut-être je fais une petite définition. En fait, on fait des pitchs sur différents sujets dans l'entreprise. Et ensuite, tous les développeurs, ils choisissent le sujet sur lequel ils veulent travailler. Et ensuite, on choisit des développeurs sur les sujets. Et ça commence. On travaille 6 semaines sur ce build ou ce pitch. Et après les 6 semaines, on a 2 semaines de cool-down. Normalement, on est cool, on ne fait rien, mais on fait la maintenance. Et parfois, les 2 semaines de cooldown, ils sont plus durs que le shape, parce que pendant le shape, on fait les petits tickets, mais le cooldown, c'est des migrations angulaires et refonte d'une grosse partie. Donc, c'est intense, mais c'est très cool parce qu'après, pendant le shape suivant, on commence sur un projet qui est plus cool, où on peut utiliser les nouvelles fonctionnalités ou les signaux, ou je sais pas. Et sur Angular aussi, on peut parler beaucoup sur ce sujet parce qu'Angular, il sort une version tous les 6 mois. Donc, ça change toujours.
Et je pense chaque 6 mois, on peut parler encore plus sur comment on va utiliser ces nouvelles fonctionnalités, comment on va migrer. De rien. Merci Niel. Hop. Aurélie a une question. Donc en gros, dans ton titre, en fait, tu as mis donc, en gros Angular. Oui. Donc c'est un talk sur Angular. Mais donc du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment un talk sur Angular ou est-ce que ton talk, il peut s'adresser à toutes les technologies? Il reste 1 minute. Normalement, il peut s'adresser sur, par exemple, pendant ce pitch-là, Angular n'était pas vraiment très présent dans le pitch. On peut mettre ça sur tous les autres langages. Mais, moins niche du coup peut-être. Enfin, niche. Oui, mais je veux bien concentrer sur Angular si je passe... parce que Angular, il a beaucoup de spécificités et c'est mon expérience. Donc, j'ai passé par plusieurs débats et des problèmes pour faire les migrations. Et je veux bien parler de ça devant les autres développeurs parce que ça peut aider. Par exemple, on a passé beaucoup de temps sur la migration de Bootstrap vers Tailwind. Je pense qu'il y a d'autres qui peuvent se voir dans cette migration et c'est difficile. Ouais. Merci. Merci. Bravo. On va terminer avec Sandrine. Tu peux t'installer. Le jury note. Et quand il est prêt, on te fait signe. Vous êtes prête? Es-tu prête? Ouais. Et c'est parti. Enfin, autant que je peux l'être en tout cas. Bonsoir. Ce serait pas génial, une IA qui serait capable de simuler un cœur en prenant en compte ses variations patient par patient pour qu'on puisse répéter une opération avant même d'ouvrir? Ou alors une IA qui serait capable de modéliser la propagation d'un feu de forêt en temps réel pour l'éteindre au plus vite en plaçant les bonnes ressources aux bons endroits? Le problème, c'est que tout ça, ça se passe dans le monde physique. Le monde réel, celui qui est régi par les lois de la physique. Et l'IA, la physique, c'est pas franchement sa tasse de thé. Et si on y regarde de plus près, c'est pas vraiment une question d'algorithme. Quand je faisais de la recherche, j'ai entraîné des IA à faire voler une aile. Imaginez apprendre à piloter un planeur. Et l'algorithme d'IA, c'était pas la partie compliquée. Le vrai enjeu, c'était d'être capable de lui créer un monde assez réaliste, assez riche, pour que mon IA, elle puisse apprendre correctement. Parce que l'IA, pour apprendre, elle a besoin d'exemples. Elle a besoin de voir énormément d'exemples d'une aile qui réussit à voler ou d'une aile qui se crache, pour être capable d'apprendre la différence entre les deux. Et des exemples, il en faut des centaines, des milliers, des millions selon le problème que je veux traiter. Et tout l'enjeu, il est là. Et pendant ce temps-là, les LLM, ils avancent à une vitesse faramineuse. ChatGPT, il automatise la rédaction de vos contrats. Claude, il écrit du code, il push en prod. Sauf que ces modèles-là, eux, ils apprennent dans un monde qui existe déjà. C'est le monde du texte. GPT-3, par exemple, c'est 45 téraoctets de données pour son entraînement. Mais c'est du texte. Donc des données qui sont déjà écrites, qui existent déjà. Il y a juste à aspirer d'Internet. Moi, mon histoire d'aile volante, chaque point de données dont mon IA a besoin pour apprendre, je dois la générer moi-même. Et donc pour faire ça, j'utilise la simulation numérique. Mais ça a un coût. Ce coût, pour mon problème, pour prendre en compte toute la complexité de la physique, c'est une journée sur un supercalculateur. Et une journée, c'est juste pour un seul point de données. Et il faut beaucoup de points de données pour réussir à faire apprendre mon IA. Ce que je peux faire, c'est dégrader la physique, simplifier mon problème. Le risque que je prends, c'est qu'il y a un point où je vais avoir tellement dégradé ma physique que mon IA, elle ne peut plus rien apprendre. J'ai plus assez de réalité physique dans mon exemple pour que l'IA puisse en faire quelque chose. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que je paye soit en temps de calcul, soit en réalité physique. J'ai perdu le fil. Voilà, et c'est là qu'est la complexité. Là, et dans le fait que de toute façon, même avec tous les compromis du monde, de toute façon, j'aurais jamais autant de données que GPT-3 en a eu pour apprendre. Ça, de toute façon, c'est hors de portée.
Et fabriquer la donnée pour apprendre, c'est pas seulement le problème des gens qui cherchent à faire voler des ailes. C'est le problème de toute une discipline qui s'appelle l'IA physique ou physical AI en anglais. Voilà. Et donc, c'est l'IA qui doit comprendre le monde physique, pas seulement le langage. Parce que la physique d'une aile qui vole ou d'un cœur qui bat, ou encore la physique d'un feu qui se propage, ça ne s'aspire pas sur Internet. La réalité physique ne se scrape pas. Et c'est exactement de ça que parle mon talk. À la fin, le public il saura où est le vrai chantier du physical AI. Et surtout, chacun repartira avec une conviction. Le problème, ce n'est pas le modèle, c'est le monde qu'on lui construit pour qu'il puisse apprendre. Merci. Bravo. Bravo Sandrine. J'étais bien contente d'avoir les notes pour la toute fin quand même. Tu t'en es très bien sortie. Elles sont en train de te chercher les points de données. Ok, allez-y. Ça va prendre du temps. Une journée du coup sur un supercalculateur, c'est ça? Avez-vous des questions, mesdames? Non? Est-ce que l'Assemblée a des questions? On ne sait jamais. T'as pas des questions, toi? Ton domaine? Non, j'ai pas de questions. Attends. En fait, là, je suis très concentrée sur ma tâche, tu vois. Est-ce que cette problématique, c'est uniquement vrai pour le monde physique, où il y a d'autres disciplines où il faut produire de la donnée avec un aussi grand volume pour que l'IA puisse apprendre? Alors de toute façon, la quantité de données qu'on a quand on veut apprendre, c'est toujours un sujet. Même avant l'IA générative, quand c'était moins la mode, etc., vous avez plein de mèmes qui sont sur Internet où vraiment on vous dit si vous avez trop peu de données, ça sert à rien de se lancer. Donc la quantité de données, ça va toujours être un sujet. Il y a plein de domaines dans lesquels, en plus, la qualité des données qu'on peut avoir dans le milieu médical, par exemple, Mondane, elle pourrait carrément vous en parler. Il y a la qualité de la donnée, il y a l'accès à la donnée, enfin il y a plein de choses. De toute façon, la donnée, c'est un peu le nerf de la guerre dans énormément de situations dès qu'on veut résoudre des vrais problèmes et pas juste un toy problème sur lequel on montre que l'IA, elle fonctionne, quoi. Dès que c'est le vrai monde, avec des vrais problèmes, la donnée, c'est un sujet. La physique, l'enjeu, c'est que c'est très compliqué d'avoir des quantités de données. Il y a des domaines où on va pouvoir plein de données, il va y avoir des histoires d'accès, etc., mais pas des histoires de quantité, ça va être facile d'en avoir plein. Dans le monde physique, c'est hyper dur d'en avoir plein. Mais quand je parle de monde physique, ça va être la biologie, ça va être la robotique, ça va être... des gens, par exemple, qui travaillent sur du climat, c'est la physique au sens large du concept de physique. C'est en fait ce qui se passe dans le vrai monde, le monde dans lequel nous, on marche dedans et où on vit vraiment, quoi. Pas le texte ou les images. Merci. Bon, finalement, j'ai une question. Je suis fatiguée, le supercalculateur est fatigué. Du coup, donc c'est par rapport, c'est pas par rapport au pitch de ce soir, c'est par rapport aux 30 minutes. Ouais. En fait, moi, tu m'as bien embarqué dans ton histoire. Je me suis dit, ah, c'est super, c'est clair. Et puis après, il m'a fallu 2 minutes pour me dire, mince, les gens au DevFest, ils vont partir avec quoi? Je n'étais pas sûre si tu allais leur donner des réponses, si tu allais leur donner des questions, ce qui est très bien dans les deux cas de toute façon. Mais j'arrivais. En fait, j'étais là, elle est où la chute? Ouais. C'est ça qui m'en manquait. Est-ce que tu peux nous aider là-dessus? C'est une question que je me suis posée. J'ai pitché que le problème, j'ai pas pitché la solution. Voilà. Mais il y a des solutions. Pas des solutions quelque part qui sont réglées. L'idée, c'est de parler de tout. L'idée, c'est de parler du problème. Et là, effectivement, j'ai parlé que du problème. Il y a plusieurs solutions. En plus, là, j'ai vraiment choisi l'angle à travers les données, mais je simplifie un tout petit peu. Il y a aussi des solutions au niveau des algorithmes. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est complètement ouvert. C'est un sujet sur lequel, là, NVIDIA vient d'investir... un truc, enfin, je veux dire, c'est un sujet, j'ai plus les chiffres, mais c'est faramineux la quantité d'argent qui est investi là-dessus. Et c'est un sujet qui est ouvert, mais qui commence à être assez adressé pour qu'il commence à y avoir vraiment des choses intéressantes qui en sortent et des choses qu'on est capable de faire. Mais clairement, il y a plein de sujets sur lesquels c'est très ouvert. Mais ça existait avant l'IA générative, c'est juste que maintenant, en plus, tous ces domaines-là, ils bénéficient de ce qui s'est passé, mais c'est des sujets qui existaient déjà bien avant ça. Moi, je travaillais d'ailleurs avant que ce soit la mode. Ouais, là, j'ai parlé que du problème. L'idée, c'est que je vais parler aussi des solutions. Et de qu'est-ce qu'on met en place. Mais en même temps, ça va rester quand même très ouvert parce que c'est quand même aussi c'est problème, solution. Bon, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire, quoi. Donc, les problèmes qui restent. C'est comme ça que je vois les choses.
Et à la fin, elle fait voler un planeur. Non, En vrai, j'ai un avion à la maison que j'ai failli prendre pour le faire voler dans la salle. Ce soir. Ouais, c'était pour l'accroche et tout, mais j'ai pas osé. Pourtant, mon conjoint, il m'a grave chauffé pour le faire, mais j'ai pas osé. Ok, je note pour le DevFest, je ramène mon avion, pas de problème. Merci Sandrine, merci le jury. Eh bien, Sandrine a clôturé ce tremplin. On va laisser le jury délibérer. Vous pouvez discuter avec les candidates autour du buffet qui nous attend. On laisse combien de temps au jury, Kathleen Ok. Quand le jury est prêt, je vous ferai un petit coucou. Voilà. Et après, on va aller se mettre dans la salle qui est juste à côté. Comme ça, vous pourrez parler. Merci à toutes et merci pour votre écoute. Ok. Alors, il y a eu des débats au sein du jury, évidemment, parce que c'était un exercice très compliqué, nous ont dit. Mais au final, on a quand même des gagnantes qui se dégagent, et notamment sur le fait de est-ce que cette personne, ce talk et ce sujet vont être ceux qui vont permettre de remplir la salle du DevFest, d'attirer le public spécifique du DevFest. Donc du coup, on ne va pas vous faire attendre trop longtemps. Je vais annoncer celle qui a le 3e prix et donc qui aura l'occasion de venir présenter son talk à un des meet-up qu'on organise avec TechSpeaker. Roulement de tambour. La 3e, c'est Morgane Bouter. Bravo. Tu peux te mettre... Merci. Merci. Mais oui, voilà. Oui, oui. Non. Voilà, félicitations en tout cas, Morgane. Et puis, on aura hâte de t'entendre au meet-up quand tu seras prête. Le 2e prix, alors je ne sais pas du tout qui c'est. Je découvre avec vous Camille. Bravo Camille. Sinon je le fais, comme tu veux. Je ne sais pas qui c'est non plus. Je sais pas qui c'est non plus le 1er prix. J'y vais. Attention, surprise. Je vais découvrir avec vous. Sandrine, bravo. Sandrine, Camille et Morgane, venez, on va faire une petite photo des grandes finalistes. C'est pas moi la photo, c'est Montaigne. Bravo, bravo à vous 3. Et bravo à toutes. Honnêtement, les sujets étaient de qualité, donc bravo. Eh bien, à toutes celles qui ont participé, jury et candidates, on se donne rendez-vous quand il fera beau pour faire un petit barbecue, je pense. Un petit truc comme ça, voilà. Voilà. Je ne sais pas quand encore, mais on trouvera. On était quand même toutes unanimes sur la qualité des pitchs. Moi, je tiens à le préciser. Si pour chacune de vous, là, c'est un peu... une première, franchement, bravo, vous avez bien joué l'exercice. Même s'il y a eu des petites zones à un moment, vous avez toutes récupéré le coup. Super. Mais moi, je préfère le dire à toutes. Franchement, c'était top. Et un dernier merci à l'équipe qui est derrière, en régie, qui nous fait un super montage vidéo, une captation. Michel, Nico. Voilà, ils nous ont aidés à préparer la salle, ils nous ont chouchouté ce soir. Et derrière, ça va aussi permettre d'avoir des vidéos pour que chacune des futures speakeuses puisse l'avoir en ligne et s'en servir demain quand elles vont aussi postuler à des CFP. Donc un grand merci à BPCE Solutions Informatiques et puis à toute l'équipe derrière pour cette soirée. Et aux traiteurs. On est là jusqu'à quelle heure ?
Juste un truc, on a trouvé une clé. Une Fiat. Voilà. Et on est là jusqu'à 22h, donc on a encore un petit peu de temps pour aller féliciter les gagnantes et bravo à toutes les autres aussi.